allons procéder au dépôt de gerbes en croix de Lorraine. Devant. Dépôt de gerbes par les coordonnateurs M. Christian Kremski, officier de réserve, et M. Yvon, secrétaire adjoint au maire de Douai, accompagné par Frédéric Chéreau, maire. M. Jacques Destouche, sous-préfet de l'arrondissement de Douai, M. Alain Véron, président de la Société des membres de la Légion d'honneur, M. Jean-Louis Vamel, président des médailles militaires du comité d'entente du Douaisis, et M. Michel Durousseau, président du comité de Douai de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Dépôt de gerbe. Non. Vous pouvez reprendre l'emplacement, s'il vous plaît? Nous allons maintenant diffuser l'appel historique du général de Gaulle du 18 juin 1940. Now here is a statement in French of great importance to our French listeners by General de Gaulle, who was Under-Secretary for War in M. Paul Reynaud's cabinet. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Général de Gaulle. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice
serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Le gouvernement polonais, le gouvernement norvégien, le gouvernement hollandais, le gouvernement belge, le gouvernement luxembourgeois, quoique chassés de leur territoire, ont compris ainsi leur devoir. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20 000 chars et 20 000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie, car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés? Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Je passe la parole à Michel Durousseau, président du comité de Douai de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Drapeau au pied. Monsieur le maire, cher Frédéric Chéreau, Monsieur le maire, chers amis, très chers amis qui êtes venus ici aujourd'hui en mémoire du général de Gaulle et en reconnaissance de ce qu'il a fait de grand pour notre pays. Je salue tout particulièrement au milieu de vous, au milieu de nous, tout particulièrement en votre nom, le président de l'Association des combattants volontaires de la résistance, Jacques Desbonnets. Cher Jacques, tu as en effet confié au comité de Douai de l'Ordre du Mérite l'honneur de reprendre le flambeau pour perpétuer la commémoration de la disparition du général Charles de Gaulle, chef de la France libre, sous la forme d'une cérémonie religieuse qui hélas aujourd'hui n'a pas eu lieu, et civile, dont il est bon ici de rappeler brièvement l'historique. Le lundi 9 novembre 1970, par une soirée d'automne pluvieuse, vers 19h30, le général de Gaulle, ancien chef de la France libre, s'effondre, terrassé par une crise cardiaque. Il décédait dans sa demeure de la Boisserie, à Colombey-les-Deux-Églises, il y a 80 ans. Une grande figure ayant marqué l'histoire, notre histoire, disparaissait à tout jamais. Immédiatement, une poignée de fidèles au général, ayant répondu à son appel du 18 juin 1940, dont le docteur Pierre Mayol, héros de la bataille de Bir Hakeim, Maurice Bourrel, héros de Koufra, tous deux de la première division des Français libres, Jean-Marie Carrette, des forces aériennes de la France libre du groupe Lorraine, André Hénard et Jacques Desbonnets de la résistance intérieure française, prirent l'initiative de faire célébrer un service solennel en hommage à leur ancien chef. Cette manifestation, la première dans la région, s'est déroulée le dimanche 22 novembre 1950 en l'église Saint-Martin de Saint-Lenoble. Cette messe fut célébrée par monsieur le chanoine Robert, curé de cette paroisse. Pourquoi Saint-Lenoble? Tout simplement parce que cette commune fut la première de France à inaugurer en 1945 une stèle rendant hommage au général. Cet office fut suivi par une foule considérable en présence de Maurice Schumann, ancien porte-parole de la France libre à Londres, en présence du sous-préfet de Douai et des plus hautes personnalités militaires, politiques et religieuses. Depuis, chaque année, une cérémonie semblable se déroule dans une commune différente du Douaisis, afin de commémorer le souvenir de celui qui a dit « Il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. La liberté vise le développement spirituel de l'homme, autrement dit, elle vise à la réalisation d'un état de civilisation supérieur. Et enfin, infiniment plus qu'un droit, la liberté est un devoir sacré. Aujourd'hui, nous commémorons le 50e anniversaire de la disparition de ce grand chef. Des initiateurs de cette célébration, il n'en reste qu'un seul. C'est donc l'Ordre du Mérite qui reprend le flambeau afin de perpétuer cette fidélité au général, fondateur de notre ordre. Les organisateurs de cette cérémonie ont toujours souhaité la présence du pavillon à Croix-de-Lorraine
signe de ralliement pendant la dernière guerre des forces françaises libres et des combattants volontaires de la résistance. Croix de Lorraine, symbole du peuple français écrasé durant 4 ans sous le joug nazi. Croix de Lorraine qui a résisté victorieusement à la croix gammée. Merci de votre attention. Je passe la parole à M. Frédéric Chéreau, maire de Douai. Monsieur le sous-préfet, qui avait autorisé la tenue de cette cérémonie aujourd'hui, je tenais à vous en remercier. Cérémonie certes plus réduite que ce qui était prévu au départ, mais cérémonie tout de même. Monsieur le maire honoraire, cher Jacques Vernier, qui avait, je crois, été celui qui a installé la stèle ici, sur la place qui porte désormais le nom du général de Gaulle. Chère Carole, représentant en petit nombre volontairement le conseil municipal aujourd'hui. Mon commandant représentant le colonel Vasseur, commandant de la place d'armes de Douai. Mon commandant représentant Madame le commissaire Sainty, commissaire maréchal que j'ai aperçu. Monsieur l'abbé, cher Bernard, qui deviez accueillir ce matin une cérémonie religieuse dans l'église Notre-Dame qui se tiendra sans doute plus tard, peut-être l'année prochaine. Messieurs les représentants des ordres nationaux, Général Véron, représentant la Légion d'honneur. Cher Jean-Louis Vamel, représentant la médaille militaire, également président du comité d'entente des associations patriotiques. Et puis, je salue tout particulièrement l'Ordre national du mérite, représenté évidemment ici par Michel Durousseau, mais également par Marc Deras, que j'aperçois et que je salue très chaleureusement, qui a repris le flambeau de cette cérémonie. À vos côtés, je veux à mon tour adresser un salut tout particulier à Jacques Desbonnets, qui nous fait aujourd'hui le très grand honneur de sa présence. Jacques Desbonnets, résistant de la première heure, fut l'un de ceux qui entendit l'appel du général de Gaulle. Vous étiez, je l'ai appris tout récemment, signe du destin, réfugié ce jour-là chez la famille de Haute-Cloque, la famille du général Leclerc, près d'Edin. Vous aviez 17 ans et cet appel allait changer votre vie. Résistant dès 1940, 2 fois prisonnier et passé à la question, sauvé par miracle de la peine de mort, engagé volontaire en 1944, vous n'avez ensuite jamais cessé de témoigner de ces heures sombres. Comme l'a dit Michel Durousseau, vous avez créé dès 1970, à votre qualité de président Nord des déportés internés et familles, la messe anniversaire en souvenir du général de Gaulle. Je tenais à vous rendre hommage. Messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis, le 9 novembre 1970, il y a donc 50 ans, presque jour pour jour, s'éteignait le général de Gaulle dans sa maison de la Boisserie, laissant à toute la France le sentiment qu'elle était orpheline. Né en 1890, Charles de Gaulle aura participé comme officier puis comme chef d'État aux 3 principales guerres que notre pays dut affronter au XXe siècle. Il aura par 2 fois changé le destin du pays et fondé une république qui est encore la nôtre aujourd'hui. Si l'homme de 58 eut davantage de zones d'ombre que le sauveur de 1940, son action et son héritage font de lui incontestablement l'un des plus grands personnages de toute notre histoire nationale. Pour autant, cette cérémonie manquerait de sens si elle n'était qu'une hagiographie. Si nous nous contentions de fixer un peu plus dans le marbre un homme qui a déjà donné son nom à 3903 rues, une douzaine de lycées dans le monde et un aéroport. Au contraire, dans les temps incertains que nous vivons, il est peut-être plus que jamais nécessaire de faire revivre un Charles de Gaulle vivant et agissant pour comprendre quelles leçons actuelles nous pouvons tirer aujourd'hui de l'action qui fut la sienne. Charles de Gaulle fut d'abord un homme de grande culture qui embrassa toujours les sujets de son époque avec une vision très large, à la fois dans le temps et dans l'espace. Passionné d'histoire, Charles de Gaulle, qui n'appelait jamais l'URSS autrement que la Russie, savait qu'on ne comprend un peuple qu'en plongeant son regard dans la profondeur des siècles, en s'attachant à ce qui dure plutôt qu'à l'écume des événements du moment. Cette attention au passé ne l'a jamais empêché, bien au contraire, d'être toujours attentif à ce que son époque avait de neuf. Dès les années 20, il anticipe ce que seront les conflits à venir et le rôle déterminant des nouvelles armes, blindés et aviation. Dès 1940, il comprend que la guerre est mondiale et que, tôt ou tard, l'URSS et les États-Unis y seront mêlés. Dès 1960, dès 1958 peut-être,
il pressent que la guerre d'Algérie, si elle peut être jalonnée de succès militaires, ne peut sans doute pas être gagnée politiquement. Dans les années 60, il comprend et apprend à utiliser ce nouveau médium qu'est la télévision. Charles de Gaulle fut ensuite un homme d'État lucide et courageux. S'il était par son éducation un homme de la droite traditionnelle, il sut rejeter sans équivoque les monstres politiques des deux bords, fascisme comme stalinisme. S'il était attaché à un État fort, il comprit toujours l'importance d'une politique sociale ambitieuse. Il fut de ceux qui permirent l'avènement de la sécurité sociale en 1945, dans une France pourtant détruite, ce qui reste sans doute un de ses plus grands héritages. Homme attaché aux traditions familiales et à une répartition classique des rôles entre époux, il eut le mérite d'accorder enfin, dès 1944, le droit de vote aux femmes, que le Sénat de la Troisième République leur avait obstinément refusé contre le sens de l'histoire. Mais c'est sans conteste son geste de juin 1940 qui a fait du général de Gaulle plus qu'un grand chef d'État. Un héros hors norme, hors de toutes les séries, pour reprendre ces mots mêmes. Il nous rappelle par ce geste, et c'est peut-être sa plus grande leçon, que nous devons notre fidélité, d'abord à nos valeurs les plus élevées, à nos convictions les plus profondes, devant toutes les obéissances politiques ou hiérarchiques. Par son appel qui faisait de lui un paria, condamné à mort par Vichy, de Gaulle fut en réalité fidèle au nom de tout un peuple, à cette certaine idée de la France qui n'a cessé de le porter. Il mérite pour cela à jamais notre respect et notre admiration. Je vous remercie. Drapeau au baudrier. Aux morts. Les autorités saluent le porte-drapeau. Drapeau au pied. Drapeau au baudrier. Fin de la cérémonie et remise d'un souvenir par les compagnons de l'Ordre national du mérite. Drapeau au pied.